Seulement 2% des gens qui regardent nos vidéos sont abonnés, alors n'hésitez pas à le faire pour soutenir le projet. Bonjour Alexandre de la Patelière, vous Bonjour. êtes scénariste, réalisateur, producteur. Vous étiez à Cannes il y a 2 ou 3 semaines, je crois, pour présenter votre dernier film, Le Comte de Monte Cristo. Vous avez réalisé le scénario des Trois Mousquetaires également, mais vous êtes aussi un homme de théâtre. On vous connaît notamment pour Le Prénom, qui a eu un très grand succès, que vous avez ensuite adapté au cinéma. Si je reviens sur l'actualité brûlante, le film sort à la fin du mois, Le Comte de Monte Cristo, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir adapter ce chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas? Alors ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord, je dirais, la moitié d'un cœur et d'un cerveau aujourd'hui, parce que je fais tout en double avec mon ami Mathieu Delaporte, avec qui je fais tout depuis toujours, avec qui on écrit, on réalise et on produit des films. L'aventure Dumas, je pense que lui et moi, on avait toujours rêvé de Dumas depuis très longtemps, mais dans une forme qui nous semblait un peu inaccessible. Parce que je dirais, dans le marché de la production française, on ne s'était même pas projeté. Je n'avais même pas l'impression que c'était possible. On avait relu Les Trois Mousquetaires avec Mathieu il y a quelques années. Et on a vécu, et Monte Cristo, ça a été dans nos conversations comme vraiment une œuvre totémique, tellurique, qui est une vraie référence pour les scénaristes, parce que c'est pour mille raisons dont on va parler. Et il se trouve que juste avant le Covid, Dimitri Rassam, qui est notre producteur et qui on travaille depuis toujours, nous a appelés en nous disant est-ce que ça vous dirait d'adapter Les Mousquetaires? Donc on s'est précipité en fait là-dessus, et dès le départ, c'était une aventure avec comme réalisateur Martin Bourboulon, avec qui on avait déjà travaillé. Et on s'est lancé là-dedans à corps perdu, ce qui nous a fait vivre un Covid très particulier, parce qu'on était enfermés, nous, au XVIIe siècle. Ça a rendu les choses beaucoup plus amusantes, je dirais, dans cette période qui était un peu triste. Et c'est vrai qu'on a été mis au contact de cette super production, et on n'avait pas rêvé avant ça de pouvoir se lancer dans une telle aventure. Et au fur et à mesure du contact avec cette équipe et le fait de se frotter à cette immense machine, parce que c'était déjà 8 mois de tournage, et puis c'était aussi pendant la période de Covid, donc avec beaucoup de choses trappes, complexité, etc. Quand Dimitri nous a demandé « mais vous, qu'est-ce que vous rêveriez de faire ?» on s'est écrié Monte Cristo, et sans vraiment réfléchir en fait. Mais on s'est dit qu'on se sentait mûr pour essayer d'affronter la bête, et les choses se sont enchaînées par rapport à partir de ce moment-là. Et c'est vraiment un rêve qui se réalise, qu'on ne s'était même pas permis de rêver d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que on vit Monte Cristo, on vient de le terminer. Vraiment, il sort du four, parce qu'on a terminé le tournage au début du mois de décembre, et on a été à Cannes il y a 2 semaines avec un film qui n'était même pas totalement terminé. Donc on a validé le film il y a 5 jours. Donc là, on sort de 4 ans de Dumas, assez merveilleux, je dois dire. Et alors pour ce film, vous avez choisi de grands acteurs, Anaïs Desmoustiers, Pierre Ninet. On dit même que vous ne vouliez que Pierre Ninet dans ce rôle. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi? C'est tout à fait vrai, en fait. C'est-à-dire qu'avec Mathieu, éthiquement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais écrit pour des acteurs, pour ne pas se priver l'imaginaire, pour ne pas se couper de la création des personnages. Mais là, on était dans une problématique qui était un peu différente. Je pense que c'est comme si on veut adapter Hamlet ou Cyrano de Bergerac, je pense que c'est très compliqué de se projeter sans avoir un corps, une image, un visage. Et on avait pris comme principe, avant même de commencer d'écrire avec Mathieu, on avait décidé que ce serait un seul film, pour les raisons de la structure même de l'histoire de Monte Cristo, qui est, je dirais, composée un peu comme un opéra. Et on avait vraiment le sentiment qu'il fallait que le spectateur puisse vivre, je dirais, l'expérience du bonheur, de la chute et puis de la vengeance dans un même mouvement. C'est une histoire qui se passe sur 20 ans. Et on s'est posé la question, on s'est dit, qui peut incarner un marin innocent de 20 ans, un prisonnier et un homme de 40 ans aux multiples visages, qui a à la fois l'ironie, l'innocence, le danger et le mystère. Donc c'était mécanique, il fallait qu'il ait une trentaine d'années pour incarner à la fois 20 et 40 ans. Et donc le visage de Pierre, il est venu tout de suite, sachant que Pierre a une particularité, je trouve, moi, parmi les acteurs français, c'est qu'il a une culture très anglo-saxonne, dans le sens où c'est vraiment un acteur de composition, c'est quelqu'un qui disparaît derrière ses rôles. Et moi, ça m'a toujours frappé, je dirais, de casting à boîte noire. C'est-à-dire que
Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui disparaît derrière les personnages et on avait vraiment envie de ça. Et on avait très envie de travailler avec lui, on trouvait que c'était une occasion incroyable. Et maintenant, le film terminé, je mesure la chance qu'on a eue et la bonne intuition en fait, qu'on a eue de travailler avec lui, parce que je le trouve absolument magnifique comme nos acteurs dans le film. Donc c'était très évident. Donc on a appelé Pierre, on n'avait pas écrit une ligne, on lui a dit voilà, on va faire Monte Cristo, est-ce que tu veux être notre Monte Cristo? Et il a dit oui tout de suite. Alors justement, vous dites qu'il se fond dans son personnage. On a entendu justement à Cannes qu'il avait, pour la fameuse scène de l'évasion du château d'If, qu'il avait dû apprendre à réguler sa respiration. Qu'êtes-vous capable de demander à un acteur? Quelle transformation êtes-vous capable de demander à un acteur pour un rôle? Après, Pierre, il est très joueur, c'est quelqu'un qui a un énorme enthousiasme du jeu, ce qui a l'air d'être une évidence, mais qui n'est pas toujours une évidence pour les acteurs. Donc c'est quelqu'un qui a gardé cette extrêmement professionnel et grand technicien, mais qui a gardé cette part d'enfance et qui en veut, c'est un peu Monsieur Plus, Pierre. On savait qu'il y avait un pari, d'ailleurs on dit souvent avec Mathieu qu'on a fait ce film à trois, dans la mesure où pour Pierre, il y avait énormément d'étapes de transformation. Vous verrez dans le film, il prend la masse musculaire, il maigrit beaucoup, il incarne beaucoup d'âges, beaucoup d'avatars, de personnages différents, et puis il y avait l'équitation, les duels, et toute cette problématique de marine et cette séquence d'évasion. On a eu envie avec Mathieu de faire cette séquence en un plan, donc c'est un plan séquence. Et donc on s'est un peu arraché les cheveux, enfin l'équipe s'est surtout arraché les cheveux quand on leur a dit qu'on voulait mettre Pierre en apnée pendant une très longue scène où on l'enfermerait dans un sac comme Houdini. Mais Pierre, il était très excité et c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime aller au contact. Et donc il s'est entraîné avec le champion du monde d'apnée. Et il a adoré ça l'a passionné. On a pu effectivement, mais il était très... C'est-à-dire que la manière dont ça se construit avec les acteurs, c'est aussi sur leur désir. Après, en plus, Mathieu et moi, on n'est pas du tout... on est plutôt des doux dans la mesure où moi, j'aime travailler dans la sérénité et la joie. J'ai besoin de ça pour être créatif. Et Pierre est complètement là-dedans. Et donc, Pierre a fait de l'équitation, il a fait énormément de choses et il a été passionné par cette histoire d'apnée. Et on a pu aller au-delà de ce qu'on imaginait, effectivement, dans cette séquence qui était assez folle à tourner, où on l'a réellement jeté... dans un puits sans fond, dans un sac qui était bien fermé. Et donc tout le monde serrait les fesses, mais ça s'est bien passé. Et alors vous parliez tout à l'heure du Comte de Monte Cristo comme d'un opéra, Ouais. en quelque sorte. Vous avez travaillé très longtemps dans le domaine du théâtre. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez mis un peu du théâtre dans ce cinéma, dans ce Comte de Monte Cristo? Je crois qu'il y a beaucoup de théâtre dans Monte Cristo, puisque c'est presque le sujet, parce que là où il y a une chose qui est très... il y a deux choses qui pour moi sont très spécifiques dans Monte Cristo, c'est que c'est une grande histoire qui a fondé la mythologie de la vengeance, et d'une certaine manière du vengeur masqué, avec une chose qui est très particulière, c'est que c'est une vengeance qui est basée sur l'amour brisé ou sur l'amour impossible à rattraper, donc qui donne de la noirceur, mais aussi beaucoup de fragilité et d'humanité au personnage. Donc ça, c'est très particulier. Et après, il y a une chose qui nous a passionnés, que je trouve extraordinaire dans le roman et qui permettait, je trouve, au cinéma de faire quelque chose de vraiment fort, c'est que c'est quand même l'histoire d'un homme qui devient metteur en scène, acteur et auteur de sa vie, puisqu'il crée, au retour à Paris dans La Vengeance, un univers qui est un univers qui n'existe pas. Donc c'est quelqu'un qui crée un personnage, un monde. Donc c'est un théâtre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui crée une arène, un véritable théâtre, dont il est l'auteur, l'acteur principal, démiurge et potentiellement l'égal de Dieu pour lui, donc ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Mais donc il y avait complètement en fait cette idée de falsification, de création, et donc il y a quelque chose qui est profondément théâtral à l'intérieur de ce qui est aussi une aventure et une épopée. Donc c'était pour Mathieu et pour moi la capacité dans ce film de traverser beaucoup de genres du cinéma, comme Dumas traverse d'une manière très sophistiquée beaucoup de genres de littérature dans Monte Cristo, ce qui fait une œuvre très particulière dans son œuvre à lui. Parce que Monte Cristo, c'est un roman d'aventure, mais c'est aussi l'invention du thriller, c'est un roman noir, c'est un roman de vengeance. Et je pense qu'il y a une jouissance chez Dumas, justement, de passer de manière assez exceptionnelle d'un genre à l'autre. Et on a voulu absolument préserver cette idée de fresque, nous aussi en traversant des humeurs et des couleurs du cinéma. Alors justement, vous parlez du thème du vengeur masqué. On peut penser à Christian Bale qui, comme Pierre Ninet, est capable de se transformer physiquement pour un rôle.
Là, on aurait envie de faire un lien avec le Batman Ouais. de Christopher Nolan. Mais pourtant, on reste dans un film français, vous l'assumez, on est dans quelque chose, on n'est pas non plus dans le blockbuster américain. Est-ce que c'est ce changement de thème, comme vous disiez, qui différencie le cinéma français du cinéma américain? Avec plus de subtilité peut-être? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité chez Nolan, mais vraiment. Mais je trouve qu'on a. Après, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que je crois que ce qui a été. Alors, je dirais que Nolan, il est très. Je dirais Christopher Nolan et Denis Villeneuve, ils sont aujourd'hui dans le cinéma de studio américain très à part. Et je dirais même Nolan, quand il fait des films de franchise, parce qu'il fait des films, il a fait des films de super-héros, les Batman qui ne ressemblent pas aux autres, où il y a vraiment sa patte et son univers. Enfin, moi, ce qui nous a frappé, Mathieu et moi, on ne psychanalyse pas nos envies, on essaie juste de faire des films que nous-mêmes, cinéphiles, on a envie de voir au cinéma, et je trouve qu'il y a une part manquante. Moi, j'ai rêvé au cinéma de Laurence d'Arabie à Titanic avec Cyrano de Bergerac, à des vraies fresques. Et c'est un territoire qui a été assez abandonné dans le cinéma français, mais qui a été aussi abandonné dans le cinéma américain. Le fait que l'industrialisation des licences et du marché américain a fait que, à mon sens, moi c'est un cinéma que j'adore, mais qui a fini par se ressembler, à se s'auto-plagier absolument en permanence. Et moi j'ai l'impression qu'il y a un désir pour ce cinéma-là. Après, il y a ce plaisir de cette identité. Il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre français qui peuvent parler à tout le monde, puisque au-delà d'être français, ils sont surtout mythologiques. Donc j'ai l'impression qu'il y a, enfin pour moi en tout cas, et on ne peut jamais préjuger du désir des spectateurs, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. Et donc c'est vrai, quand on s'est lancé dans Les Mousquetaires, c'est une manière pour nous de revenir à l'enfance, parce que moi c'est des choses qui m'ont fait rêver. Et j'ai l'impression que sont aussi des spectacles qui sont pleins et qui racontent des histoires un peu plus grandes que la vie et qui ont, au-delà du spectacle, et particulièrement dans Monte Cristo, je trouve beaucoup de thématiques qui sont extrêmement intéressantes, qui le restent aujourd'hui et qui... et ce n'est pas d'ailleurs la problématique de la modernité, mais de l'intemporalité des thématiques, et je trouve qu'ils restent très fortes. Aussi parce qu'il y a un côté très visionnaire chez Dumas qui crée, je dirais, un premier personnage de super riche, extrêmement individualiste, qui est un espèce d'anti-Robin des Bois, et qui donc, moi je trouve, résonne aujourd'hui de manière assez étonnante. Parce qu'il y avait déjà eu un premier film Monte Cristo avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Vous le revendiquez, hein, vous recréez quelque part une nouvelle histoire. Comme vous dites, replonger dans l'enfance. Vous avez aussi fait Les Trois Mousquetaires. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la littérature? Alors vous me le disiez avec Alexandre Dumas, mais de manière générale, est-ce que vous pensez que la littérature française peut bien s'adapter au cinéma? Je pense que c'est un champ fascinant. Alors, ce sont des mondes différents et alors c'est complexe. C'est-à-dire que il y a plein de chefs-d'œuvre de la littérature, mais après il y a des choses qui sont. On fait un métier curieux qui est un artisanat, une industrie, et on est à la fois dans notre désir et aussi dans la réflexion des choses qui sont possibles. Ce sont des films qui sont très chers. Celui-là en particulier. Alors on pourrait adapter d'autres. Mais dont on supposait ou on pense qu'il peut y avoir une adhésion assez large du public, ou un intérêt du public, parce que ce sont des œuvres populaires. Moi, il y a des œuvres que j'adore absolument, mais je m'y frotterai pas. J'adorerais que quelqu'un fasse adapte Proust merveilleusement, mais Visconti a essayé, il n'est pas arrivé. Moi, j'irais pas personnellement. Est-ce que c'est aussi parce que Dumas écrivait sous le format des feuilletons, Absolument. Un peu comme une série? Je pense que c'est quand même un auteur pré-cinématographique. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a été un peu injustement méprisé. Oui, de par ce qu'il était, parce que c'est cette écriture qui est assez blanche. Et c'est quelqu'un qui invente un peu le temps réel de l'action. Il y a très peu de descriptions. C'est un style non embarrassé, et puis c'est le contemporain de Hugo et tout ça, donc c'est vraiment, il y a une concurrence assez sévère à l'époque. Mais il y a quelque chose de l'ordre de alors c'est un peu un piège, parce qu'on a l'impression que c'est fait pour le cinéma. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on désosse les 1400 pages de Monte Cristo,
Monte Cristo, c'est 1400 pages. Si on le met en format de cinéma de scénario, ça fait 2800 pages. Et quand vous faites un film de 3 heures, déjà on avait la chance de pouvoir faire un film de 3 heures, c'est 180 pages. Et donc ça oblige à être un peu radical dans ses options. Mais c'est passionnant. Après, j'adore la littérature et je pense que c'est aussi un champ passionnant d'histoire à regarder avec, j'espère, des regards spécifiques comme on le fait au théâtre dans les grandes mises en scène. Je pense que c'est un terrain passionnant. Alors dans Les Trois Mousquetaires, justement, certains ont reproché que ce n'était pas complètement conforme au film. Vous, qu'est-ce que vous cherchez à rester dans l'esprit de Dumas ? Non, c'est pas conforme. Des spécialistes exégètes de Monte Cristo auront peut-être une crise cardiaque à partir du 28 juin, mais en fait, c'est rigoureusement impossible et heureusement. C'est-à-dire que je pense aussi que, d'abord, moi, chez les autres, ce qui m'intéresse, c'est un regard sur une histoire qu'on est obligé de déformer et trahir, comme d'ailleurs Dumas l'a fait toute sa vie, c'est un spécialiste. Donc il disait on peut violer l'histoire si on lui fait de beaux enfants. Je pense que on est obligé de trouver des solutions pour être, je dirais, au moins fidèle à soi-même et à sa lecture. Moi, je pense, enfin pour moi, hein, ce qu'on a voulu faire avec Les Mousquetaires, ce qu'on a voulu faire d'autant plus avec Monte Cristo, c'est essayer de restituer la sensation de lecture. Pour moi, il y a des choses dans Monte Cristo, et pour Mathieu évidemment aussi, qui sont des passages obligés, des choses qu'il ne faut pas changer, parce que sinon ça change pour moi l'âme du livre. Après, chaque regard, toi-même tu regarderais Monte Cristo, tu n'aurais pas reçu les mêmes choses que moi, c'est normal. Mais des choses qui nous paraissaient essentielles par rapport à ce qu'on imagine que Dumas veut raconter sur l'amour, la vengeance, l'injustice, la rédemption, et le regard en fait qu'il porte. Mais à l'intérieur de ça, c'est un livre qui, comme je disais tout à l'heure, qui traverse les genres et qui est vraiment un espèce de roller coaster émotionnel et qui passe d'un genre à l'autre et qui vraiment, on est vraiment embarqué et on est traîné en fait dans cette histoire pour en sortir un peu à bout de souffle. Et moi, j'ai toujours été émerveillé en fait par ce livre. Donc, je ne sais pas si on va jusqu'à l'émerveillement dans notre film, mais en tout cas, on a essayé de travailler en fait cette matière, de travailler en fait ces changements de ton, ces ruptures de ton qui sont des ruptures violentes, et de faire corps avec ce personnage en adoptant son point de vue, et pour être au plus près je dirais, de sa psychologie, pour être, je dirais, comme lui dans le désir de vengeance, et aussi comme lui confronté à la schizophrénie de ce personnage qui se perd et qui devient quasiment l'égal des hommes qu'il veut punir. Donc il y a vraiment une réflexion philosophique que je trouve extrêmement passionnante et pointue dans le livre. Et donc il fallait essayer de faire, j'espère, un film qui soit prenant, avec beaucoup de suspense, beaucoup de sentiments, et qui, j'espère, conserve toute cette réflexion que je trouve très forte. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'en pensant au film, vous aviez l'image, la tête de Pierre Ninet dans la tête. Ouais. Est-ce que lorsque vous pensez à un film, vous avez déjà un panorama avec des images toutes faites et qu'il faut ensuite rendre à la réalité? Ou alors est-ce que ça se fait petit à petit, ça se construit en fonction de ce que cherche l'acteur Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Quand on a, pour parler spécifiquement de Monte Cristo, quand on a démarré en fait la préparation, au début on s'est retrouvés, la première grande réunion qu'on a faite, on n'avait même pas fini d'écrire le scénario. Donc on a réuni tous nos merveilleux techniciens, qui étaient quasiment tous les techniciens d'ailleurs des Trois Mousquetaires, Nicolas Bolduc, le chef opérateur, Stéphane Taillasson, le chef décorateur, Thierry Delettre, costume. Et on leur a déjà raconté l'histoire, parce qu'on n'avait pas de scénario encore. Donc on a passé plus de 3 heures à leur raconter ce qui allait se passer. Et on a posé ce qui nous semblait être les grands principes du film, c'est-à-dire qu'on avait dès le début l'envie que le film soit assez baroque, puisque je pense que ça correspond à l'univers de Monte Cristo, et d'essayer de renouer esthétiquement avec, je dirais, le côté flamboyant du Technicolor des années 60. Donc travailler à l'inverse de ce qui se fait plutôt en ce moment dans les films populaires, et d'ailleurs souvent lié à l'intégration des effets spéciaux depuis 30 ans,
qui fait que les films ont perdu leur couleur, parce que c'est techniquement plus facile de les intégrer, les effets, dans un film sans couleur. Et donc nous, on a voulu ce film en Technicolor, très saturé, très fort, avec des ciels bleus et du sang rouge, entre guillemets. Et donc on a travaillé sur cette idée avec un certain nombre de références picturales, de pas mal de peintures. On est parti pas mal avec ça. Donc voilà, sur des idées. Et on a eu une très longue préparation qui a duré plus d'1 an, dans lequel on a à la fois sillonné la France pour trouver des décors, et puis travaillé pour ce qu'allait être le look du film, l'univers. Et puis après, il y a de l'intérieur tout ce qui se passe avec le casting, les acteurs, et notamment Pierre, pour trouver le personnage, les différents personnages. Et je pense que c'est très important, et plus le film est gros, plus c'est vrai, c'est de ne pas faire le film avant de le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... On est obligé d'être très précis, parce que c'est quand même une énorme machine, c'est un grand cirque. On était quasiment 200 sur le plateau, on avait 80 décors, on a tourné quasiment 20 semaines. Donc c'est vraiment c'est une vraie... Toutes les décisions ont par effet domino des implications lourdes et même économiques. Mais il faut garder une part de liberté. Pour le jour où vous arrivez sur le plateau, on ne coche pas des cases. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans des films comme ça, on risque en fait de figer les choses et de trop les geler. Et nous, on voulait garder, parce que c'est quand même une histoire de personnages, et je pense que quelle que soit l'étendue de la fresque, enfin pour moi, encore une fois, comme spectateur, au-delà des plans larges, des bateaux, de tout ce qu'on peut imaginer de l'aventure, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments des personnages, et avant tout ça, c'est ça que je regarde quand même. Donc on est resté très attentif à garder cette part de liberté pour travailler sur le plateau avec cette merveilleuse équipe de Stradivarius d'acteurs qu'on avait, donc ça rend les choses plus faciles. Donc c'est un équilibre fin entre être extrêmement prêt et être prêt à changer tout. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le cinéma, il faut rappeler la différence entre scénariste, réalisateur, producteur. Avant, vous n'étiez que scénariste, entre guillemets, pour Les Trois Mousquetaires. Oui. Là, vous avez la casquette en plus des réalisateurs. Qu'est-ce que ça change, en fait? Ça change beaucoup de choses. C'est pas du tout la même... quand on écrit, par exemple, Les Mousquetaires pour Martin, donc Martin Bourboulon, avec qui on avait fait 2 comédies... Papa ou Maman avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Martin ensuite avait fait Eiffel avec Romain Duris. Donc on se connaît très bien. Et quand on écrit Les Trois Mousquetaires, c'est un savant mélange entre ce que nous on ressent de l'œuvre, les propositions qu'on fait, mais quand tu es scénariste, tu essayes de te mettre dans la tête d'un réalisateur qui a une vision. On connaît très bien Martin et donc on a vraiment travaillé dans son sens. C'est-à-dire que tu fais la psychanalyse d'un réalisateur. Et c'est ses sensations, son désir visuel, la manière dont il veut travailler avec les acteurs, son rythme. Et donc, tu es d'une certaine manière contraint, mais libéré. Puisque quand tu es scénariste, tu écris D'Artagnan saute d'un pont, il vole un cheval et tout ça. Et puis, tu écris ça. Et puis après, il se démerde avec les chevaux, François Civil, les cascadeurs et tout ça. Et c'est eux qui se tapent 8 mois de pluie, problèmes, et levés à 3 heures du matin. Donc, si tu veux, c'est un... Quand tu es scénariste et quand ça se passe bien, tu es comme un enfant, tu fais des trucs et après, l'intendance suivra. Tu vois, il y a un côté... donc, quand tu es ton propre réalisateur, tout ce que tu écris devient ta propre nitroglycérine, parce qu'il va falloir le fabriquer après. Donc, tu n'y mets pas exactement la même chose. C'est 2 manières d'envisager le cinéma différentes et qui ont toutes les 2 des choses trappes et des émerveillements. Mais ce n'est pas la même manière. Alors, de temps en temps, il y a un côté schizophrénique, c'est que tu écris des choses, tu oublies que tu vas être le réalisateur, puis après, tu te reprends dans la figure ce que tu as écrit, parce qu'il faut bien aller le faire. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'au moment de la première réunion du Comte de Monte-Cristo, le scénario n'était pas tout à fait fini. Est-ce que vous pouvez rappeler de manière générale, dans les grandes lignes, parce que ça ne se passe jamais comme prévu, j'imagine, les étapes pour faire un film, en fait? Il y a le scénario, puis après... Alors, oui. Alors, déjà, il faut se dire qu'on se lance dans un projet gigantesque. Donc, il faut avoir des producteurs très courageux, parce que je pense aussi que, on parlait tout à l'heure du champ un peu déserté, un peu des fresques ou des grands films d'aventure ou des grandes adaptations littéraires. Il y en a eu
quelques-unes de fortes, et même dans des genres très différents. Il y avait Xavier Giannoli qui a fait Illusion perdue, donc c'est intéressant. Mais il faut aussi des producteurs et des groupes. Donc, en l'occurrence, ici, nos partenaires depuis maintenant très longtemps, Dimitri Rassam, notre producteur, et Pathé, donc Jérôme Sédou, Ardavant, Safaé, qui est les guts, si je peux dire, de se lancer dans des projets de développement avec des risques qui sont absolument gigantesques. Il faut savoir que Monte Cristo, ça coûte 40 millions d'euros. C'est un film en langue française, ce qui est une problématique aujourd'hui assez complexe dans l'international, dans un monde où l'espace de la langue anglaise est vraiment difficile. Donc il faut assumer ce risque. Donc une fois qu'on s'est tapé dans la main et qu'on s'est dit ça, on est très heureux, on retourne au bureau et puis on réouvre Monte Cristo et on se gratte la tête en se disant « voilà, mon Dieu, comment on va faire ?» Et il faut écrire un scénario. Donc là, on a commencé à travailler. Et il faut savoir qu'évidemment, sur des films qui se passent, donc là, le film, il se passe sur 20 ans, il y a énormément d'acteurs, et puis il y a toutes les problématiques qu'on peut avoir dans un film, des animaux, des bébés, des bateaux, différentes équipes, des milliers de figurants, énormément de décors. Donc on ne pouvait pas perdre de temps par rapport au planning dans lequel on s'inscrivait, parce qu'on avait très envie, comme je le disais tout à l'heure avec Mathieu, de faire un film noir, mais dans la couleur. Donc on voulait absolument tourner en été. Donc on s'était mis, on était, je dirais, quasiment, on avait 1 an et demi d'avance, un peu plus d'1 an et demi d'avance. Et donc on a commencé à tracer les grandes lignes de notre adaptation. Et dès ce moment-là, on a réuni notre équipe technique pour poser déjà les jalons de ce qui nous semblait être les décors principaux et l'idée, je dirais, générale du film pour qu'ils puissent commencer à réfléchir. Donc, on a écrit un scénario évidemment qu'on trouvait formidable, évidemment qui durait 4 heures. Donc là, on est rentré dans la phase qui est, je dirais, la phase la plus complexe, qui est vraiment la préparation, qui a duré quasiment 1 an. Donc, je dirais presque 6 mois en équipe réduite et 6 mois quasiment avec tout le monde, où là, il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est-à-dire on a un devis maximum. C'est classique, hein, les gens qui ne font pas de cinéma, ils savent ce que c'est quand on a une somme pour faire quelque chose et puis tout le monde a fait des travaux chez soi, et ça coûte toujours plus cher que prévu, c'est le One Murphy absolu. Et donc là, il faut essayer de ne pas perdre le fil de ce que tu veux raconter, tout en faisant un mélange de sacrifice, réinvention. Tu penses que tu as un décor et tu l'as pas. Tu penses que et puis au cinéma, le temps en fait coûte très cher. Et souvent, les gens qui n'ont pas été sur des plateaux se rendent pas compte de la lenteur en fait, du temps qu'il faut pour faire les choses. C'est-à-dire que c'est souvent quand tu veux mettre beaucoup de soins à filmer les choses, c'est quand même un barnum assez fort. Et même si là, on travaillait avec une équipe c'était la NASA, quoi. Ils sont vraiment très bons. Et donc là, on est en fait dans cette étape où il faut trouver les acteurs, il faut trouver les décors, il faut préparer et il faut faire ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire ce qu'on a écrit, il faut le faire rentrer dans le devis et découper d'une manière un peu sophistiquée la manière dont on va tourner, sachant qu'on avait une problématique spécifique à Monte Cristo, c'est énormément de changements. Si je prends juste l'exemple de Pierre, il incarne le Dantès de 20 ans, le Dantès prisonnier qui a perdu 20 kilos, Dantès à 40 ans sous le masque, il incarne Monte Cristo, puis un certain nombre d'avatars, un lord anglais, un prêtre, un certain nombre de personnages, et on savait qu'on allait devoir, dans ce plan de travail, changer Pierre. Il devait changer de physique énormément de fois, donc il fallait des périodes où il pouvait sécher, perdre du poids, en reprendre, remuscler. Donc c'était rien que ça, c'est une énorme problématique dans un temps contraint. Donc il y a toute cette période de préparation qui nous a emmenés. Nous, on a commencé, je me confonds maintenant les dates, mais on a dû commencer la préparation en septembre 2022. La préparation avec tout le monde en janvier 2023, et on a tourné à partir de la dernière semaine de juillet 2023. Et on a terminé le tournage décembre. Ah oui, donc c'est rapide quand même. Donc on n'a pas traîné. Et donc une fois qu'on a préparé, fantasmé un certain nombre de choses, trouvé les acteurs, donc fait des castings, parce qu'on a différentes générations d'acteurs dans notre film.
Donc des acteurs très confirmés, mais aussi des jeunes. Donc on a vu énormément de jeunes acteurs pour trouver nos Albert, Andrea, Haïdé, qui sont géniaux, je trouve. Donc je pense qu'on a bien travaillé. Et après, on rentre dans la phase de tournage. Et ensuite, avec toute cette matière, il faut essayer de faire un film. Donc on entre dans une dernière étape qui est le montage de l'image, le mixage, tout le travail sur la musique qui a été gigantesque sur le film et qui nous a amené à là. Voilà. Donc, mais il se trouve qu'on a effectivement, par rapport à la taille du film, travaillé dans un temps assez resserré. Ouais. Et alors, votre père était réalisateur. Oui. Est-ce que vous avez baigné, je ne sais pas, dans un milieu culturel proche du cinéma, forcément? Ah oui. Et est-ce que ça vous a décidé ensuite à en faire votre métier? Ou est-ce que c'est des rencontres aussi, comme celle avec Mathieu Delaporte ou... C'est des rencontres qui ont confirmé les choses. Moi, j'ai grandi dans un monde où donc, mon père était auteur-réalisateur, scénariste et réalisateur. Ma mère était monteuse. Donc moi, quand j'étais enfant, quand j'étais tout petit, je pensais que tout le monde travaillait dans le cinéma, parce que tous les gens autour de moi étaient accessoiristes, décorateurs ou acteurs, etc. Après, là, il y a une histoire qui est assez jolie, c'est que non seulement mon père était réalisateur, mais mon père a réalisé une série de Monte Cristo avec Jacques Weber dans les années 70. Et quand j'avais, donc ça doit être 79, donc moi j'avais 8 ans, et je suis allé sur le tournage de Monte Cristo beaucoup. Et donc j'étais complètement fasciné par... donc moi j'ai découvert Monte Cristo sur le plateau de tournage de mon père, donc c'est assez marrant. Et je pense que c'est aussi le moment où je me suis dit... je ne voyais pas trop quel métier plus merveilleux on pouvait faire. Donc je pense qu'il y a des choses qui se sont scellées quand même pour moi là, et donc qui se bouclent aujourd'hui. Donc en fait, j'ai toujours eu envie, au-delà du cinéma, de raconter des histoires. Je pense que c'est surtout mon métier, et d'écrire. Et après, je dirais par la force des choses, avec la rencontre avec Mathieu, on s'est rencontrés, on était quand même très jeunes tous les deux. Et on a, voilà, notre amitié, notre travail commun a rendu possible cette aventure dont je me félicite tous les jours. Moi, j'ai l'impression d'avoir une chance absolument incroyable. Alors, vous avez pas mal travaillé sur des comédies, Jungle, RTT, Le Prénom. Ouais. Vous préférez quoi? Est-ce que c'est complémentaire avec les grands films d'aventure, d'action? Pour moi, c'est complètement complémentaire dans la mesure où je pense que la chance qu'on a quand on écrit des histoires, c'est de pouvoir vivre d'autres vies que la sienne. C'est comme des voyages. Moi, j'aime faire des voyages, j'aime découvrir des mondes que je ne connais pas. Et je pense qu'avec Mathieu, on a toujours eu le goût d'aller vers des territoires nouveaux. Donc on a écrit de la comédie, on a écrit du thriller, et puis un jour on a décidé qu'on ferait du théâtre. Et moi j'aime me dire que la matière à venir sera toujours une matière différente que je ne connais pas. Dans la mesure du possible, on n'y parvient pas toujours, mais dans la mesure du possible, j'ai pas envie de refaire. C'est des choses qui me... j'ai envie d'aller sur des territoires nouveaux et d'essayer, quitte à se planter, mais au moins de vivre... parce que je pense que c'est toujours que les voyages sont plus beaux que les points d'arrivée. Tu vois, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Essayer de raconter de nouvelles histoires qui me touchent, moi, qui m'intéressent, en espérant que ça intéressera les autres. Et essayer de se renouveler, non pas de manière obsessionnelle, parce que là, c'est vrai qu'on s'est frotté depuis 4 ans à des grands films d'aventure, et que c'est une drogue dure aussi. Mais la comédie, c'est une drogue dure. Arriver à faire rire les gens... Le Prénom, aujourd'hui, c'est une pièce qui est jouée dans le monde entier. Et même en Iran, même en Chine, il y a des choses qui étaient quand même très imprévisibles. Et ça me fascine. C'est-à-dire que des choses qui ont été... qui te semblent si personnelles et si petites, si tu vois un film, et qui arrivent à devenir quasiment des choses qui sont de l'ordre des classiques, c'est une chose formidable. Donc après, je pense qu'on a toujours envie autant de se retrouver avec Mathieu tous les jours pour travailler, parce qu'on est très structuré là-dessus, et d'inventer des nouvelles histoires. Et alors, si on se projette un peu vers l'avenir, il y a récemment, donc, il y a eu la grève des scénaristes à Hollywood, Ouais. parce que l'intelligence artificielle, petit à petit, pourrait remplacer le travail des scénaristes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez pouvoir être remplacé à l'avenir? Moi, je n'ai pas peur des avancées technologiques en général. Je pense que c'est des problématiques très complexes et extrêmement nouvelles. Et c'est toujours effectivement des matières mouvantes qui ont l'air un peu effrayantes.
Et on voit qu'on est entré aussi dans une ère, dans un monde qui a du mal à prendre de la distance avec les avancées technologiques. Et voilà, on est aussi dans un monde où on est dans un espace où la concentration des gens, elle se cristallise sur, j'ai vu que c'était 8 secondes en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc c'est un monde à réinventer, et donc ça fait peur, parce qu'on ne sait pas où on va. Sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est un peu de la nitroglycérine, mais je pense qu'on n'arrête pas le progrès, entre guillemets. Et j'ai l'impression, moi je suis un très grand optimiste, hein, donc c'est comme ça, j'ai toujours l'impression que les gens qui ont un espace de création et un espace d'intelligence, dans la science, dans l'art et dans la création en général, je crois, je ne te dis pas qu'il n'y aura pas des dérives et il y a toujours des gens stupides, mais je pense qu'il y a aussi il y aura toujours des biais, il y aura toujours des manières et des chemins et des routes pour rebondir là-dessus et en faire quelque chose. Moi, je pense que j'ai un très grand respect pour l'intelligence humaine et la mystérieuse création, justement parce qu'elle a son étrangeté et qu'elle est faillible. Et donc, je ne pense pas qu'on sera remplacé par l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y aura... moi, je sais, qu'est-ce qu'ils vont voir. Peut-être un outil Je pense que ça sera un outil. Alors, on va voir des productions qui vont faire des films écrits par l'intelligence artificielle. Moi, je me frotte les mains d'avance pour les voir. Je pense qu'ils seront très mauvais. Et je pense que personne ne sera dupe. Après, que ça devienne en fait des outils de rebond, d'intelligence dans l'image, dans le son, dans la création en général, et que ça soit un outil supplémentaire, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. J'ai l'impression que le fait de se crisper et de refuser les choses, c'est une mauvaise manière de les regarder. Je pense qu'au contraire, il faut essayer d'en faire quelque chose, et, parce qu'il y a toujours des gens qui en feront quelque chose. Donc autant que les gens brillants et sincères essayent de s'en saisir pour en faire quelque chose de beau. Et je pense que c'est toujours possible. Et pour finir, donc votre film sort le 28 juin, Oui. il me semble. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête Alors oui, on en a. On a des projets au théâtre. On essaye de réécrire du cinéma avec Mathieu. On va on va écrire et réaliser un thriller pour une plateforme dont je ne peux pas dire le nom sûr. encore pour l'instant. Mais c'est Dans vrai la même veine historique un pas du peu tout. Non, C'est pas un du tout, thriller d'accord. complètement contemporain. Et c'est aussi l'adaptation d'un roman, mais tout à fait contemporain. Mais c'est vrai que là, on est encore, je dirais, on est en train d'accoucher de Monte Cristo, si je puis me permettre, et la naissance n'a pas vraiment eu lieu, donc là, on est quand même encore c'est notre bébé, et on est encore on couve, tu vois. Donc, on va le lancer dans le monde, dans ce monde un peu compliqué qui est le nôtre. Et on va voir comment il vit, comment il grandit, et voilà, et on va s'arrêter un tout petit peu cet été. Parce qu'on ne s'est quand même pas du tout arrêté depuis le début de l'écriture des Mousquetaires, donc ça fait quand même 4 ans et demi, quoi. Donc là, on va prendre une petite respiration et puis on va se relancer à la rentrée pour de nouvelles aventures, j'espère, passionnantes. Un grand merci Alexandre Bah, Lapatelière. merci de m'avoir reçu. Et rendez-vous en salle le 28 juin.